Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été entourés par des pensées négatives qui volent notre paix intérieure. Elles surgissent soudainement, embrouillent l'esprit, déforment la réalité et créent des murs invisibles qui n'existent qu'à l'intérieur de ta propre tête. Peut-être as-tu déjà vécu cela, commencer la journée sereinement, et soudain, une critique, un souvenir douloureux ou même une inquiétude sans fondement détruit complètement ton état d'esprit. Mais la vérité est la suivante. Ce n'est pas le monde qui enlève ta force, c'est toi qui permets à tes propres pensées de te dominer. Cette vidéo est là pour te montrer que tu peux changer ce jeu. Ici, tu vas apprendre à faire taire ces voix, à retrouver la fermeté intérieure et à transformer toute faiblesse en énergie pour avancer. Ce sont 10 leçons pratiques de la philosophie stoïcienne, unies à la psychologie moderne, pour remporter l'une des plus grandes victoires de la vie. Cesser d'être prisonnier de ta propre pensée. Et tout commence maintenant. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le calme ». Ce geste simple sera ton premier engagement envers le changement. Avant la première leçon, mets un like, commente et partage cette vidéo. Ainsi, ce message pourra atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'éveiller leur propre force. Maintenant, commençons. Leçon 1. Mets de l'ordre dans ton esprit. Ton esprit est comme une maison, et chaque jour tu ouvres la porte pour laisser entrer des milliers de pensées. Certaines sont des hôtes précieux, qui apportent clarté et force, d'autres sont des intrus, qui répandent le désordre, cassent les meubles et laissent tout en désordre. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais vivent en laissant les intrus dominer. Ce sont ces voix qui répètent « encore une erreur à collectionner », encore une occasion perdue à se rappeler. Ce dialogue intérieur agit comme un sac à dos lourd dans un marathon. À chaque pas, l'effort augmente, jusqu'à ce que le parcours devienne impossible. Le problème, ce n'est pas la course, c'est le poids que, sans t'en rendre compte, tu choisis de porter. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Il avait raison. Si les pensées sont des graines, tu dois choisir avec soin ce que tu plantes, car tôt ou tard, tout ce qui a été semé va fleurir en toi. Carl Jung avertissait aussi « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin ». Cela signifie que, lorsque tu n'observes pas ce qui se répète dans ton esprit, tu commences à croire que la vie n'est que malchance, destin ou injustice, alors qu'en réalité, bien souvent, c'est l'écho de tes propres pensées non questionnées. Chaque critique que tu répètes contre toi-même devient une brique dans cet inconscient. Avec le temps, ces briques construisent des murs invisibles qui limitent tes choix, te font hésiter, refuser des opportunités et croire que tu n'es pas capable. Tu penses décider librement, mais en vérité tu suis un scénario caché, écrit par tes propres autocritiques. C'est ainsi que les schémas négatifs grandissent, comme des monstres invisibles qui finissent par façonner tes décisions et déformer la façon dont tu te perçois. Ils volent ta clarté, te convainquent que tu ne mérites pas et transforment les erreurs en chaînes qui te maintiennent prisonnier. Les stoïciens avaient un antidote puissant. Au lieu de s'enliser dans l'autocritique, ils transformèrent les erreurs en apprentissage. Sénèque disait « L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Il ne s'agit pas de nier les fautes, mais de les corriger, d'en grandir et d'avancer. Continuer à se punir, c'est comme ramer à contre-courant sans voir que la barque est percée. Quand tu ajustes ton dialogue intérieur, c'est comme réparer la barque. Elle commence à naviguer dans la bonne direction, et le courant qui auparavant t'engloutissait se met à te pousser vers l'avant. Voici une pratique stoïcienne simple. Chaque fois que tu fais face à une erreur ou à un défi, écris les phrases que tu utilises contre toi-même. Lis-les à voix haute et demande-toi « Dirais-je cela à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, reformule. Remplace « Je ne fais jamais rien de bien » par « J'apprends » et cela prend du temps. Chaque soir, réfléchis « Aujourd'hui, ai-je parlé avec douceur à moi-même ? Que puis-je améliorer demain ?» Peu à peu, ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté et de force. Cet exercice simple t'empêche de rester l'ennemi qui s'attaque en silence et te transforme en l'allié qui soutient, fortifie et guide. Et lorsque tu décides de te traiter avec respect, même face aux erreurs, quelque chose de puissant se produit. La voix qui autrefois te faisait tomber commence à te soutenir, et l'esprit qui était un champ de bataille devient l'endroit le plus sûr pour exister. Parce qu'au fond,
Ce ne sont pas les critiques extérieures qui te blessent le plus, mais les mots que tu répètes à toi-même. Et si ces mots se transforment en clarté, en courage et en confiance, rien ne pourra t'arrêter. Laisse dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être mon allié. Parce que lorsque tu as toi-même à tes côtés, aucune erreur n'est capable de te définir et aucun doute n'est assez fort pour t'empêcher d'avancer. Leçon 2. Utilise la méditation à ton avantage. L'esprit humain est comme un lac. Lorsqu'il est agité, on ne peut pas en voir le fond. Mais lorsque l'eau s'apaise, tout devient clair. C'est exactement ce que la méditation apporte, la clarté. En fermant les yeux quelques minutes, en te concentrant uniquement sur ta respiration, tu crées un espace entre toi et tes pensées. Il ne s'agit pas de cesser de penser, mais d'observer les pensées sans être emporté par elles. Les stoïciens pratiquaient déjà quelque chose de très similaire. Marc Aurèle, dans ses méditations écrites, notait des réflexions qui l'aidaient à comprendre ses impulsions et ses émotions. Pour lui, méditer signifiait revenir au centre, retrouver la raison au milieu de la tempête. Aujourd'hui, la science confirme ce que les philosophes pressentaient déjà. La méditation réduit l'anxiété, améliore la concentration et renforce l'autocontrôle. C'est comme aiguiser la lame de l'esprit chaque jour. Commence simplement. Assieds-toi en silence pendant 5 minutes, respire profondément et observe. Si ton esprit s'évade, ramène-le doucement. Et souviens-toi, méditer, ce n'est pas fuir la vie, c'est se préparer à mieux la vivre. Chaque minute que tu consacres à cet exercice est comme construire une forteresse intérieure. Et plus tu pratiques, plus il devient difficile pour le chaos extérieur d'envahir ta paix. Leçon 3. Surmonte la peur avec la force des stoïciens. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu imaginais ce que les autres pourraient penser? Combien de rêves sont restés dans un tiroir parce que la peur d'échouer semblait plus grande que l'envie d'essayer? La peur est comme un labyrinthe de portes verrouillées. Plus tu évites la confrontation, plus ces portes semblent se multiplier, t'entourant de tous les côtés. Elles ne limitent pas seulement tes actions, elles volent aussi ton potentiel, transformant les possibilités en regrets silencieux. Mais voici la vérité. Le problème n'est pas la peur en elle-même, c'est la nourriture que tu lui donnes. Plus tu crées de scénarios désastreux dans ton esprit, plus la peur grandit comme une ombre qui paraît immense, jusqu'à ce que tu réalises que ce n'était qu'un simple reflet sans substance. Ce que tu nourris prospère, et ce que tu affrontes diminue. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'externe te cause de l'anxiété, ce n'est pas cela qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur cela. Et tu peux changer ce jugement immédiatement. » Voilà la clé. Changer le jugement, c'est changer la taille de la peur. Pense à la peur comme à une pièce sombre. De loin, tout semble menaçant. Des formes étranges, des silhouettes inquiétantes. Mais lorsque tu allumes la lumière, tu réalises qu'il n'y avait pas de monstre, seulement de la poussière accumulée. Cela fonctionne ainsi. Au lieu de fuir la peur, tu la places devant toi, comme si tu allumais la lumière dans une pièce sombre. Ferme les yeux et imagine avec précision le pire qui pourrait arriver dans la situation qui te paralyse. S'il s'agit d'une présentation, visualise le moment où tu oublies tes mots. S'il s'agit d'une décision difficile, imagine l'erreur qui survient. Et demande-toi, si cela se produit vraiment, qu'est-ce qui pourrait réellement mal tourner? Est-ce que je perdrai tout, ou bien ne ferai-je qu'affronter un inconfort passager? Et si ça se passe mal, comment puis-je y faire face? La plupart du temps, tu vas te rendre compte que ce que tu appelais monstre n'était qu'une ombre. Ce n'était pas un abîme infranchissable, mais un obstacle plus petit qu'il n'y paraissait. Cette clarté réduit l'intensité de la peur, car tu cesses de lutter contre l'inconnu et tu commences à voir ce qui est réel. Confucius disait « Il vaut mieux allumer une petite bougie que de maudire l'obscurité ». Et Susan Jeffers, auteure de « Trembler mais oser quand même », a montré que faire un petit pas réduit déjà de façon drastique l'intensité de la peur. C'est comme regarder une rivière qui paraît profonde, mais en mettant le pied dans l'eau, découvrir qu'elle est bien plus basse qu'on ne le croyait. Alors, que faire concrètement? D'abord, donne un nom à ta peur. Ne dis pas seulement « j'ai peur d'échouer ». Demande-toi « échouer à quoi? Qu'est-ce qui m'effraie exactement ?» Ensuite, utilise la technique du pire scénario. Si ça tourne mal,
Quelle est la conséquence réelle? Et comment puis-je y faire face? Et, enfin, agis même avec la peur. N'attends pas une confiance totale. Fais un petit pas, mais avance. À chaque mouvement, la peur diminue et tu deviens plus fort. La peur n'a pas besoin d'être une ennemie, elle peut être une boussole, pointant vers les endroits où tu peux le plus grandir. Très souvent, ce qui t'effraie le plus est exactement ce qui te transforme le plus. Alors, la prochaine fois que la peur surgit, demande-toi, cette peur est-elle un véritable avertissement de danger ou simplement un signe que je suis sur le point de grandir? Quand tu fais face à tes peurs, tu découvres que ce qui semblait être un monstre n'était qu'une ombre, et la vie s'ouvre avec beaucoup plus de clarté et de courage. Leçon 4. Élimine les idées qui bloquent ta croissance. Que fais-tu lorsqu'une ampoule grille? Tu n'insistes pas à essayer de l'allumer, en espérant qu'elle fonctionne de nouveau soudainement. Tu la remplaces simplement par une nouvelle. Maintenant réfléchis. Combien de fois fais-tu le contraire avec tes propres pensées? Tu gardes des idées qui ont déjà grillé, qui n'éclairent plus rien, mais tu insistes dessus comme si un jour elles allaient illuminer ton chemin. Des pensées comme « Il est déjà trop tard pour moi, je ne suis plus capable d'aimer, j'ai toujours agi ainsi ». Ces pensées sont comme des chaussures trop serrées. Chaque pas que tu fais avec elles ne fait qu'accentuer la douleur, jusqu'à ce que marcher devienne insupportable. Tu enlèverais la chaussure, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas appliquer la même logique à ton esprit en remplaçant ce qui limite par quelque chose qui libère? Cléante d'Assos disait « Tout comme l'eau façonne la pierre, les pensées façonnent notre esprit ». Et il avait raison, les pensées répétées ont le pouvoir de sculpter notre perception du monde. Le problème, c'est que lorsque nous laissons les pensées négatives se répéter, elles creusent des marques profondes, transformant des situations passagères en murs qui paraissent infranchissables. Mais souviens-toi, une pensée n'est pas une sentence éternelle. Elle peut être remplacée. Remplacer « il est déjà trop tard pour moi » par « je vais essayer », ce n'est pas seulement de l'optimisme vide, c'est de la neuroscience. Andrew Huberman explique que chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle pensée, ton cerveau crée des connexions différentes, et plus tu les renforces, plus elles deviennent solides. Pense à cela comme à traverser un champ de boue. Au début, sortir du chemin tracé demande des efforts, les pieds s'enfoncent, le corps résiste. Mais plus tu choisis de marcher dans une autre direction, plus ce nouveau sentier devient ferme, jusqu'à ce que l'ancien disparaisse de lui-même. Les pensées sont comme des outils. Si tu essaies de planter un clou avec un tournevis, cela ne fonctionnera jamais même si tu insistes, mais en le remplaçant par l'outil adéquat, le travail devient fluide. De la même manière, insister sur des pensées rouillées ne fait que retarder ta vie. Le progrès commence lorsque tu remplaces ce qui ne sert plus par des idées qui ouvrent de nouvelles possibilités. Cela demande de la pratique, mais chaque substitution est une brique posée sur un chemin plus solide. Et petit à petit, ton esprit cesse d'être un entrepôt d'idées lourdes et devient un atelier de clarté et de force. Voici l'exercice stoïcien. Aujourd'hui, choisis seulement une pensée qui a l'habitude de te limiter. Écris-la, confronte-la et remplace-la par une autre qui t'emmène plus loin. Répète cet échange pendant une semaine. Comme quelqu'un qui remplace une ampoule grillée, tu verras comment une nouvelle lumière commence à illuminer tout l'espace de ta vie. Et le premier défi est de le déclarer dans les commentaires. Écris « Aujourd'hui, je remplace le doute par la force ». Parce que lorsque tu décides de remplacer l'obscurité par une nouvelle lumière, même la plus petite pensée peut devenir l'étincelle qui transforme ton chemin. Leçon 5. Transformer la négativité en clarté. Les pensées négatives sont comme des fissures dans un mur. Plus vous essayez de les ignorer, plus elles s'étendent jusqu'à compromettre toute la structure. Vous pouvez bien les recouvrir de peinture, mais tôt ou tard, elles reviennent encore plus grandes. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre esprit. Ce n'est pas le ton de voix de votre patron, la réponse sèche d'un ami ou la file d'attente au supermarché qui vous bouleverse réellement, mais la façon dont vous interprétez ces épisodes. Le poids que vous accordez à chaque détail devient la fissure qui, peu à peu, affaiblit votre confiance. Les stoïciens ont enseigné un chemin différent. Au lieu de fuir les pensées, mettez-les en question. Sénèque disait que chaque idée devait être mise à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, se posait toujours la même question. Est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'était pas le cas, il refusait simplement d'y dépenser de l'énergie. Et vous pouvez faire de même.
Quand quelque chose vous blesse, arrêtez-vous et demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Cette pensée est-elle réelle ou n'est-elle qu'un reflet de la peur? Bien souvent, vous vous rendrez compte que ce n'est pas un véritable problème, mais seulement une réaction automatique. Même la science le confirme. Martin Seligman, créateur de la psychologie positive, a montré que réinterpréter les situations change la manière dont elles impactent votre esprit. Autrement dit, ce n'est pas le problème qui vous détruit, c'est la lentille avec laquelle vous le regardez. Par exemple, au lieu de penser « j'ai échoué, je suis un raté », dites « j'ai échoué mais je peux en tirer une leçon ». Ce changement n'efface pas les problèmes, n'améliore pas le niveau de vos défis, mais redéfinit la manière dont vous y réagissez et cela change tout. Faites l'essai. Écrivez vos pensées négatives sur une feuille de papier comme s'il s'agissait de fissures. Pour chacune, demandez-vous « est-ce réel ? Est-ce que cela dépend de moi ? Quelle est la probabilité que cela arrive vraiment ?» Ensuite, remplacez chaque pensée par une version plus réaliste. Par exemple, « je n'y arriverai jamais » peut devenir « je vais avancer pas à pas et continuer à apprendre ». Mais il ne suffit pas seulement d'identifier. Comme dans une rénovation, trouver la fissure ne résout rien. Il faut agir. Demandez-vous, quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant pour changer cela? Parce que chaque action, même minime, est comme renforcer les fondations de votre esprit. Et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte. Ce ne sont pas les pensées qui contrôlent votre vie. C'est vous qui choisissez lesquelles méritent une place. Voilà la véritable liberté et le commencement de votre force intérieure. Leçon 6. Vois au-delà de l'évidence. La vision transformatrice du stoïcisme. Imagine regarder une ville depuis le hublot d'un avion. En bas, la circulation qui semblait insupportable se réduit à de fines lignes de lumière en mouvement. Rien n'a changé dans la ville, mais la perspective a tout changé. Il en va de même pour la vie. Lorsque tu es plongé dans un problème, il paraît immense, insupportable. Mais lorsque tu prends du recul, tu comprends que ce n'est qu'une partie de ton histoire et non l'histoire entière. Marc Aurèle utilisait constamment cet exercice. Il se rappelait la grandeur du cosmos, l'immensité de l'univers face à la brièveté de la vie. Cette pensée ne l'attristait pas, au contraire. Elle le libérait de l'obsession pour des détails insignifiants. Combien de fois un détail simple n'a-t-il pas déjà pris possession de toute ta journée? Une critique sévère reçue au travail que tu as ruminé pendant des heures. Un message qui n'est jamais arrivé et qui t'a laissé imaginer 1000 choses. Ou bien quelqu'un qui n'a pas répondu à tes attentes. Et soudain, toute ton énergie a été aspirée par cela. À cet instant-là, cela semble être la fin du monde. Mais lorsque tu regardes d'en haut, tu vois que ce n'est rien d'autre qu'une goutte dans un océan bien plus vaste. Demande-toi, ce qui m'inquiète aujourd'hui aura-t-il de l'importance dans 1 an ou dans 5? Bien souvent, la réponse sera non, et à ce moment-là, le poids commencera à diminuer. Voir la vie d'en haut n'efface pas les problèmes, mais les remet à leur juste place. Et lorsque tu parviens à faire ce pas de recul, ce qui paraissait être une montagne se révèle simplement comme une pierre sur le chemin. 7. Sois plus fort que l'environnement qui t'entoure. As-tu déjà remarqué comment l'humeur des personnes autour de toi peut complètement changer ta journée? L'influence de l'environnement est silencieuse, mais puissante. C'est comme entrer dans un petit restaurant et que quelqu'un à côté porte un parfum très fort. Même si tu n'as mis que peu de parfum, l'odeur imprègne déjà tes vêtements et même ta peau. De la même manière, la négativité fonctionne comme une fumée invisible. Tu commences la journée motivé, mais après tant de plaintes et de critiques, ton énergie semble vidée, et sans t'en rendre compte, tu adoptes les mêmes pensées que tu rejetais auparavant. La neuroscience explique cela avec les neurones miroirs, de véritables antennes émotionnelles du cerveau. Ils nous relient aux émotions des personnes qui nous entourent. C'est pourquoi vivre avec quelqu'un constamment négatif peut te façonner, sans que tu t'en aperçoives, comme si tu étais entraîné par la même fréquence. Mais il existe une sortie, pense à une chambre pleine de fumée. Tu peux ouvrir les fenêtres, mettre en marche un ventilateur ou simplement en sortir. Avec l'esprit, c'est la même chose. Tu peux choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu gardes dehors. Sénèque conseillait: entoure-toi de personnes qui peuvent t'élever et en même temps cherche à élever les autres. Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais savoir filtrer ce qui mérite ton attention et ton énergie. Si tu laisses tout entrer sans filtre, c'est comme habiter une maison sans porte pendant une tempête,
Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux protéger l'intérieur de ta demeure. Daniel Goleman, dans L'intelligence émotionnelle, explique que les émotions négatives sont hautement contagieuses. Mais lorsque tu développes la conscience émotionnelle, tu apprends à séparer ce qui est à toi de ce qui est influence extérieure. C'est comme installer une porte vitrée. Tu vois ce qui est dehors, mais tu décides de ce qui peut entrer. Protéger ton esprit exige de la pratique. Si chaque jour les nouvelles chargées, les réseaux sociaux ou les conversations toxiques aspirent ton énergie, essaie de fermer ces fenêtres ouvertes. Cela peut signifier mettre en sourdine certains profils qui ne diffusent que du pessimisme, quitter des groupes où la conversation ne dépasse jamais les plaintes, éteindre la télévision lorsque tout ce qui passe n'est que tragédie, refuser ce café où l'on critique toujours la vie des autres, ou simplement laisser ton téléphone de côté pendant quelques heures. De petits choix comme ceux-ci empêchent la négativité d'entrer sans invitation et redonnent à ton esprit l'air pur dont il a besoin pour respirer. Lorsque tu fermes ces fenêtres, tu gagnes quelque chose d'encore plus précieux, du temps et de la vie. Et ce temps n'est pas destiné à être rempli par davantage de distractions, mais par ce qui renouvelle ta vitalité. Marcher en plein air, être avec des personnes qui t'inspirent, ou investir dans un loisir qui nourrit ton esprit. Chaque choix de ce type est comme poser une pierre solide dans les fondations de ta forteresse intérieure. Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure, un espace de stabilité en toi, qu'aucune tempête extérieure ne peut renverser. Ce n'est pas un mur d'isolement, mais un refuge de conscience et de clarté. Tu construis cette citadelle lorsque tu apprends à méditer, réfléchir, lire, ou simplement à te taire quelques minutes chaque jour. C'est dans ce silence que l'esprit retrouve sa force et devient inébranlable. Souviens-toi, tu ne contrôles pas la tempête dehors, mais tu contrôles la manière dont elle entre dans ta maison. Quand quelqu'un essaie de t'entraîner vers le pessimisme, sois le gardien de ton énergie, ferme la porte à ce qui contamine, renforce les murailles de ce qui te soutient. Parce que lorsque tu crées cette citadelle intérieure, l'environnement cesse de te dominer et tu deviens l'influence positive qui transforme l'environnement. 8. Résous la cause, pas le symptôme. Pense à un tiroir de ta maison. Au début, il ne contient que quelques objets inutiles. Un stylo sans encre, une feuille froissée, une clé dont tu ne te souviens même plus l'usage. Cela paraît inoffensif, alors tu laisses comme ça. Mais avec le temps, le tiroir se remplit de choses inutiles jusqu'à ce que, lorsque tu as besoin de trouver quelque chose d'important, il n'y ait plus ni place ni clarté. L'esprit fonctionne de la même manière. De petites pensées négatives, des habitudes nocives ou des relations qui épuisent ton énergie commencent discrètement, presque invisiblement. Mais si tu ne les affrontes pas, elles s'accumulent jusqu'à étouffer ce qui compte vraiment. Sénèque disait « L'homme sage est satisfait de son âme », et c'est pourquoi il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Quand tu tolères ce qui te fait du mal, une dépendance, une pensée destructrice, une relation qui dépasse tes limites, tu sacrifies ta paix en échange de quelque chose qui ne devrait jamais avoir plus de valeur que toi-même. Couper le mal à la racine exige du courage et de l'honnêteté. C'est regarder à l'intérieur de soi et se demander « Cela a-t-il encore un sens dans ma vie ? Cette habitude, cette relation, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle » Presque toujours, des excuses apparaissent. Ce n'est pas si grave. Ou « je réglerai ça plus tard ». Mais pendant que tu repousses, le problème grandit. Pense à un arbre pour qu'il fleurisse, il doit être taillé. Les branches sèches et malades doivent disparaître pour laisser la place au neuf. La vie est pareille. Si tu ne retires pas ce qui a déjà accompli son rôle, l'essentiel ne trouve pas l'espace pour grandir. Pratique cela. Dans les prochains jours, choisis une petite racine à couper. Cela peut être une habitude qui vole ton énergie, une critique intérieure que tu répètes sans t'en rendre compte, ou même une relation qui a déjà perdu le respect. Enlève ce poids de ton tiroir mental. Tu n'as besoin de te justifier auprès de personne. L'engagement est avec ta clarté et ta liberté. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je coupe le mal à la racine ». Parce que la vie ne consiste pas à tout accumuler, mais à choisir avec intention ce qui vaut la peine d'être conservé. Chaque fois que tu retires ce qui t'enchaîne, tu ouvres de l'espace pour ce qui te fait vraiment fleurir. Leçon 9.
Sois plus fort que les difficultés de la vie. Imagine-toi marchant sur un chemin plein de trous, après une tempête, le sol est mouillé, glissant. Chaque pas demande un effort redoublé. À certains moments, le doute surgit. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Mais la seule manière de traverser ce chemin, c'est de continuer à avancer un pas après l'autre. La vie ressemble souvent à cela. Les pressions apparaissent comme des trous, des pierres, de la boue. La négativité tente de t'entraîner vers le bas, mais c'est justement à ce moment-là que ta force doit se révéler. Marc Aurèle rappelait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous façonner en quelqu'un de plus fort. Chaque difficulté que tu affrontes est une chance de te préparer à quelque chose de plus grand. Pense à Nik Vujicic, né sans bras et sans jambes. Il aurait pu se limiter à ce qu'il n'avait pas, mais il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il inspire des millions de personnes, non pas parce que sa vie a été facile, mais parce qu'il a montré que le courage et le but sont plus forts que n'importe quelle limitation physique. Maintenant, ramène cela à ta vie. Peut-être que ton obstacle n'est pas de naître sans membres, mais de perdre un emploi qui semblait garanti, d'affronter une maladie inattendue ou de devoir recommencer après une grande déception. La manière dont tu réagis dans ces moments-là définit si la douleur sera un poids qui te paralyse ou une force qui te relève. La psychologue Edith Grothberg, spécialiste de la résilience, explique que ce qui fortifie l'esprit humain, c'est de trouver un sens aux épreuves. Quand tu décides qu'une perte sera une leçon ou qu'une déception servira à ouvrir de nouveaux chemins, tu cesses d'être victime de la situation et tu en deviens le protagoniste. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, l'a vécu dans sa chair. Il ne pouvait pas changer la faim, la violence, ni la douleur autour de lui. Mais il a découvert qu'il avait encore la liberté sur une chose, le sens qu'il donnait à la souffrance. C'est pourquoi il a écrit « Quand nous ne pouvons pas changer la situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et c'est cela l'essence de la force intérieure. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis qui tu seras face à elle. Bien souvent, la vie nous place devant des situations impossibles à changer, irréversibles. Et c'est justement dans celle-ci que nous devons apprendre à faire face. Pense à un divorce difficile. Les parents portent des douleurs, des rancunes et des frustrations, mais ils doivent malgré tout trouver la maturité pour mettre les sentiments des enfants au-dessus de leurs propres blessures. Ce n'est pas simple, mais c'est un choix de force prendre soin, participer et protéger le cœur de ces enfants, afin qu'ils puissent grandir sans porter un fardeau qui ne leur appartient pas. C'est cela, l'essence de la résilience. Quand tu ne peux pas changer la situation, tu peux encore changer la manière dont tu y réagis. Ce n'est pas porter le monde sur tes épaules, mais avancer d'un pas de plus, même petit. Dans un divorce, par exemple, ce pas peut être choisir de parler calmement au lieu de se disputer, participer à un moment important de la vie des enfants malgré ton cœur blessé, ou simplement décider d'être présent malgré la douleur. Chaque geste de ce genre ne résout pas tout d'un coup, mais construit petit à petit un chemin plus sain pour tous. Et c'est exactement cela que la vie nous demande. Des pas. Car chaque pas, aussi petit qu'il paraisse, t'approche de l'endroit où tu veux arriver. Peut-être que tu ne vois pas encore toute la route, mais en avançant, elle s'ouvre devant toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de faire le pas suivant ». Car ce choix peut sembler petit, mais il change tout, ton focus, ton énergie et tes résultats. Et surtout, il change la manière dont tu te perçois. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé. Et si je te disais que ton plus grand pouvoir ne réside ni dans ta force physique, ni dans ton esprit acéré, mais dans ta capacité à rester calme lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. La majorité des gens réagit. Ils crient, s'emportent, explosent. Rares sont ceux qui savent respirer, faire une pause et répondre avec clarté. Il suffit d'une file d'attente qui traîne, d'un mot de travers, d'une erreur imprévue, pour que tout s'écroule à l'intérieur d'eux. Mais toi, tu n'es pas ici pour vivre comme tout le monde. Les anciens stoïciens ont découvert quelque chose que beaucoup ont oublié. Le calme n'est pas un privilège réservé aux sages, c'est une compétence qui s'entraîne. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive.
Marc Aurèle a gouverné un empire en guerre. Sénèque a conseillé un empereur instable. Épictète est né esclave, et pourtant, il était libre à l'intérieur. Aucun d'eux n'a eu une vie facile, mais tous ont maîtrisé un art que peu de gens connaissent, l'art de garder l'esprit ferme, pendant que le monde entier essaie de te faire perdre pied. La vie va te mettre à l'épreuve, elle va te provoquer, te décevoir, te retarder et te pousser à bout. Et quand cela arrivera, ce n'est pas le plus fort qui survivra, mais le plus lucide. Cette vidéo n'est pas une collection de belles phrases, c'est un manuel de guerre intérieure. Ici, tu vas apprendre 10 outils pratiques, utilisés par les stoïciens pour garder la paix au milieu du chaos. Des outils simples, mais puissants, que tu peux utiliser à tout moment de stress, de tension ou de conflit. Avant de commencer, je veux t'inviter à faire une chose. Écris dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, mon calme est non négociable. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une décision, un tournant, qui entraîne ton esprit avec intention et transforme ta manière de vivre. Maintenant, commençons. Outil numéro 1. Tout ne mérite pas ton énergie. Ton esprit est comme une maison, et chaque fois que tu réponds à une provocation, tu ouvres la porte pour que quelqu'un entre et mette le désordre à l'intérieur. Sans aucun filtre, sans aucun critère et sans aucune pause. La vérité, c'est que tout ce qui t'appelle ne mérite pas forcément une réponse. Tous les commentaires ne nécessitent pas d'explication, toutes les insinuations ne méritent pas de contre-attaque, et toutes les offenses n'exigent pas de réaction. Mais presque personne n'apprend cela tôt. La plupart d'entre nous a grandi en pensant qu'il fallait dire quelque chose, prouver quelque chose, répondre sur le champ, montrer notre force. Mais ce que personne ne dit, c'est que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu fais un retrait de ton compte émotionnel. Et le problème, c'est que ton énergie n'est pas illimitée. Elle est comme un crédit quotidien, et si tu la dépenses entièrement pour des choses petites, superficielles ou inutiles, que reste-t-il pour ce qui est vraiment important? Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ne gaspillaient pas leur énergie à vouloir réparer le monde extérieur. Ils entraînèrent leur esprit à choisir où placer leur présence, leur attention et leur émotion, cultivant ainsi une forme rare de pouvoir, le pouvoir de ne pas se laisser emporter. Épictète disait que celui qui est esclave de son impulsion n'est pas libre, même si cela en a l'air. Car si n'importe quoi peut voler ta paix, alors tu n'as pas de paix. Tu n'as qu'une illusion de contrôle, jusqu'au prochain déclencheur. Pense à une situation simple. Tu vas bien, tu passes une excellente journée, puis soudain, un commentaire méchant apparaît. Ton impulsion te pousse, réponds, ta colère t'incite, attaque. Mais ta sagesse demande, est-ce que cela mérite mon énergie? Répondre peut sembler être une force, mais choisir le silence qui n'est pas de la passivité, mais bien de la fermeté, c'est un niveau de pouvoir plus élevé. C'est toi qui comprends que tout ne mérite pas ta voix, car parfois ce qui te protège le plus, c'est précisément ce que tu ne dis pas. Entraîne-toi à observer avant de réagir, respire avant de répondre, et quand quelque chose te touche, demande-toi, est-ce que cela aura de l'importance dans 3 jours, dans 3 ans? Est-ce que cela me fait grandir émotionnellement et moralement? Celui qui apprend à préserver son énergie apprend à vivre avec plus de présence, parce qu'il n'est plus distrait par des batailles qui ne comptent pas. Au contraire, il est entier, prêt pour ce qui a réellement de la valeur. La prochaine fois que quelque chose te provoque, souviens-toi. Si c'est trop petit pour t'élever, c'est trop petit pour te consumer. Et avant que nous découvrions l'outil numéro 2, je dois te demander 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est le seul moyen pour que ce contenu atteigne plus de personnes. Outil 2. Réécris ton dialogue intérieur avant qu'il ne te sabote. La manière dont tu te traites quand personne n'écoute, c'est ce qui construit ou détruit ta force intérieure. Même quand tout est silencieux à l'extérieur, à l'intérieur, l'esprit ne s'arrête jamais. Il commente, juge, alerte, condamne, met la pression. Et si tu ne fais pas attention à ce flot, tu peux passer toute une vie à être saboté par la voix qui devrait le plus te protéger, la tienne. Les stoïciens disaient déjà, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, c'est ce que tu te dis à propos de ce qui t'est arrivé. Et ce récit, répété en silence, façonne ta perception, tes émotions, tes choix. Tu fais une erreur au travail. Tu penses automatiquement, je suis un raté. Mais regarde, l'erreur a déjà eu lieu,
Ce qui fait mal maintenant, ce n'est plus l'erreur, c'est l'histoire que tu commences à raconter à son sujet. L'esprit fonctionne comme un sol fertile. Il ne remet pas en question ce que tu y sèmes. Si tu répètes chaque jour « je ne suis pas à la hauteur »,« rien ne marche pour moi »,« je n'arrive pas à changer », cela va s'enraciner, grandir et devenir ta réalité. Ces phrases paraissent petites, mais ce sont comme des clous invisibles plantés dans ton identité. Elles limitent tes mouvements, réduisent ta portée et transforment l'impossible en prophétie auto-réalisatrice. Et ce n'est pas juste une métaphore. De nombreuses études en psychologie cognitive montrent que nos croyances influencent nos comportements de façon inconsciente. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu évites d'essayer. Si tu évites d'essayer, tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, tu confirmes que tu n'es pas capable. Ce cycle renforce la croyance initiale, devenant un circuit fermé d'auto-sabotage. Sénèque disait « Certains vivent avec tellement de peur qu'à force de la ressentir, ils finissent par vivre à peine. » Autrement dit, la douleur ne vient pas toujours de la réalité, mais de ce que nous répétons mentalement à son sujet. Mais voici le point essentiel. Le même pouvoir qui construit ces prisons peut aussi construire un refuge. Tu peux utiliser cette même répétition pour bâtir des fondations internes plus solides. Au lieu de dire « ça finit toujours mal », dis « si c'est déjà arrivé, je peux apprendre et faire autrement ». Au lieu de « je ne suis pas capable », commence à répéter « je suis encore en train d'apprendre » et c'est comme ça qu'on grandit. Tu n'as pas besoin de te mentir ni de prétendre une positivité forcée, mais tu peux choisir des mots qui te poussent en avant, au lieu de te tirer vers l'arrière. Remplace « c'est trop pour moi » par « je peux devenir assez fort pour faire face à cela ». La répétition, c'est comme creuser un sentier dans la terre. Au début, c'est difficile, mais plus tu passes par là, plus ça devient naturel. Et un jour, ce nouveau chemin mental devient ton nouveau mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'on se reprogramme. C'est comme ça qu'on renverse la situation. De l'intérieur vers l'extérieur. Fais-en un exercice. Prends une phrase négative qui revient souvent dans ta tête, une que tu as crue pendant trop longtemps. Écris-la sur une feuille, et juste en dessous, écris sa nouvelle version. Lis-la à voix haute tous les jours, jusqu'à ce que ton cerveau commence à remplacer automatiquement. Car quand ton esprit devient ton allié, aucun chaos extérieur ne peut plus te faire tomber. Outil 3. Remplace. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Par « que puis-je faire maintenant ?» Quand quelque chose tourne mal, la question qui surgit sans prévenir est « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Mais cette question, bien qu'elle semble légitime, est une impasse émotionnelle. Elle ne résout rien, n'apaise rien, et le pire, bien souvent elle n'a pas de réponse. Elle ne fait qu'alimenter un cycle de culpabilité, de révolte ou de victimisation, comme un disque rayé qui répète la même plainte, sans offrir de sortie. Napoléon Hill disait « Toute adversité, tout échec, toute douleur porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Mais on ne trouve cette graine que si l'on cesse de creuser au mauvais endroit. Cette question du « pourquoi » t'attache au passé. Elle te fait revivre ce qui est déjà arrivé, comme si revivre les faits pouvait les modifier. L'esprit entre alors dans une boucle de lamentation, essayant de comprendre l'incontrôlable, au lieu d'agir sur ce qui peut encore l'être. C'est comme quelqu'un qui, en tombant à la mer, au lieu de nager, s'occupe à comprendre pourquoi il a glissé et finit par couler. Mais les stoïciens nous montrent un autre chemin. Ils ne perdaient pas de temps à tenter de décrypter le chaos. Ils demandaient « Que dépend-il de moi maintenant ?» Ce changement de question est comme tourner la barre d'un bateau en pleine tempête. Cela n'évite pas l'impact de la vague, mais cela change la direction. Cela te redonne le choix. Et cela te rend ton autonomie. Marc Aurèle a écrit « Ne te perds pas dans ce qui ne dépend pas de toi, mais occupe-toi de ce qui est entre tes mains. » Cette phrase est une carte. Elle montre où commence la reconstruction. Tu as perdu une opportunité. Au lieu de te torturer avec ce qui est passé, demande-toi « Que puis-je faire avec ce qu'il me reste ?» Tu n'as pas pu éviter la chute. Demande-toi « Que puis-je apprendre pendant que je me relève ?» Ce simple changement de perspective du « pourquoi » au « et maintenant » est même validé par la psychologie moderne. Les personnes qui se concentrent sur la solution plutôt que sur l'origine du problème ont plus de résilience, plus de clarté et plus de force pour agir. Bien sûr, comprendre la cause peut être nécessaire. Parfois, l'analyse de ce qui s'est passé apporte un apprentissage
et évite de nouveaux échecs. Mais une chose est de réfléchir avec lucidité, et une autre est de plonger dans une boucle sans fin, où l'objectif cesse d'être l'apprentissage et devient l'autopunition. Alors, voici un exercice stoïcien et concret. Chaque fois que quelque chose t'échappe, respire profondément et écris sur une feuille 2 colonnes. Dans la première, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Dans la seconde, qu'est-ce qui est encore entre mes mains? Tu verras que, même au cœur du chaos, il reste toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que contrôler la façon dont tu choisis de regarder tout cela. Car la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se demander ce qui peut être fait pour se relever, avec plus de lucidité, plus de maturité et moins de bruit intérieur. 4e outil. Ne discute pas. L'ego veut juste avoir le dernier mot. L'ego ne cherche pas à comprendre, il veut gagner, et pour cela, il ne regarde pas à la dépense, tant qu'il peut avoir le dernier mot. Combien de fois es-tu entré dans une dispute, et des heures plus tard as-tu ressenti ce goût amer d'épuisement émotionnel? Combien de fois as-tu compris que tu ne défendais pas vraiment une idée, mais que tu essayais de te sauver, toi, de cette sensation d'avoir tort? Dans la plupart des disputes, ce qui est en jeu, ce n'est pas la vérité. C'est l'ego qui essaie de prouver qu'il sait plus, qu'il mérite plus, qu'il a raison. Et que reste-t-il après? Tension, usure, éloignement et un vide qui ne vaut pas la peine. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient que l'esprit doit être plus fort que l'impulsion de réagir. Il vaut mieux vaincre par le silence que par la parole, écrivait Sénèque. Et ce n'est pas une phrase sur la soumission, c'est une leçon sur le pouvoir intérieur. Se taire, ce n'est pas se soumettre. Au contraire, c'est choisir sa paix plutôt que la guerre. C'est avoir la force émotionnelle de ne pas transformer chaque conversation difficile en bataille. Imagine la scène. Quelqu'un te provoque avec sarcasme, injustice ou manque de respect. Ton réflexe naturel serait de réagir, élever la voix, contre-attaquer, défendre ton point de vue jusqu'au bout. Mais l'esprit entraîné respire, observe et choisit le silence ferme comme réponse. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as compris que vaincre l'autre ne vaut pas plus que te vaincre toi-même. Tu peux dire avec fermeté « Je ne continuerai pas cette conversation sur ce ton » et partir sans te sentir frustré à l'intérieur. C'est cela la véritable maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi en action. C'est savoir que ta valeur ne dépend pas d'avoir raison, mais de garder ton intégrité. La prochaine fois que tu seras sur le point de discuter, demande-toi « Est-ce que je défends une vérité ou est-ce que je nourris mon ego ?» Si c'est l'ego, laisse tomber. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, tu as besoin de rester en paix. Et souviens-toi, l'ego crie pour paraître fort, mais c'est la conscience qui choisit de se taire pour rester libre. Outil 5. Transforme chaque situation difficile en ton terrain d'entraînement mental. La plupart des gens voient les problèmes comme des punitions, comme si la vie les punissait, les testait, ou leur retirait quelque chose. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Ils comprenaient que l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un entraînement. Chaque contretemps, chaque personne difficile, chaque imprévu, chaque frustration, tout peut être utilisé comme un terrain de renforcement mental. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Et cette phrase change tout, parce qu'elle enlève le poids de ce qui arrive et redonne le focus sur qui tu choisis d'être face à cela. Imagine, quelqu'un s'approche et te demande quelque chose au mauvais moment, quelque chose qui te surcharge, qui envahit tes limites, qui clairement n'est pas de ta responsabilité. Ton réflexe immédiat peut être de céder, d'éviter le conflit, de dire oui par habitude ou même par honte de dire non. Mais si à cet instant-là tu pensais « c'est mon entraînement du jour », ton entraînement à dire non avec fermeté, sans culpabilité, ton entraînement à poser des limites avec sérénité, ton entraînement à te choisir toi, sans avoir besoin de trop t'expliquer. Ce simple changement transforme ton atmosphère intérieure, t'éloigne de l'inconfort et t'amène à la conscience, t'éloigne de la soumission et te ramène à la présence. C'est comme si tu plaçais un miroir entre toi et la situation, et au lieu de te sentir sous pression, tu voyais là l'occasion de pratiquer la personne que tu veux devenir. Ton esprit ne se renforce pas quand tout est calme, il grandit quand le chaos arrive, et que malgré tout tu restes entier. C'est la différence entre quelqu'un qui est entraîné par les circonstances et quelqu'un qui les utilise comme levier pour grandir.
Commence à te répéter mentalement. Ceci fait partie de mon entraînement. Quand un plan échoue, quand quelqu'un te déçoit, quand l'inattendu frappe à ta porte, ou quand on te demande quelque chose qu'il n'est plus logique d'accepter. Respire, observe et dis-toi, je suis en train de m'entraîner. Tu n'es pas en guerre. Tu es en chemin vers une maturité intérieure. Et chaque défi surmonté avec calme est une victoire silencieuse sur toi-même. Parce qu'au fond, ton plus grand pouvoir n'est pas d'éviter le chaos, c'est d'apprendre à le traverser sans perdre ta clarté, ta capacité de réponse et ta direction. Outil 6. Fais du silence une habitude. Nous vivons entourés de bruit. Bruit des notifications, des opinions, des comparaisons, des exigences. Mais le bruit le plus dangereux est celui que personne n'entend, celui qui se produit dans ta tête. L'esprit saute d'une pensée à l'autre comme un animal agité, bondissant de branche en branche, à la recherche de quelque chose qu'il ne sait même pas nommer. Et quand il n'a pas de pause, il se perd. Blaise Pascal a écrit « Tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos, seul dans une chambre. » Et aujourd'hui, cela est encore plus vrai. Parce que nous confondons stimulation et vie, et nous confondons le silence avec le vide, alors qu'en réalité, c'est là que la vie s'aligne. Les stoïciens valorisaient le silence, non seulement le silence extérieur d'un environnement calme, mais le silence intérieur, celui qui ne dépend d'aucun lieu. Ce moment rare où tu t'écoutes enfin, où tu ne réagis pas. Tu observes simplement, et tu réalises que toutes les pensées ne méritent pas ta confiance. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non comme quelqu'un qui voulait être lu, mais comme quelqu'un qui avait besoin de se retrouver au milieu du chaos. Ses méditations étaient une ancre, un lieu silencieux dans le tumulte de l'Empire. Tu n'as pas besoin de méditer sur une montagne, tu n'as pas besoin d'encens ni de techniques complexes. Parfois, ce dont ton esprit a le plus besoin, c'est d'un espace sans stimulation. Une marche sans écouteurs, un café sans téléphone, 5 minutes en silence, juste en respirant, et en écoutant ce qui émerge, sans essayer de réparer, sans essayer de fuir. Imagine ton esprit comme un verre d'eau et de sable. Si tu agites constamment, tout devient trouble, mais si tu laisses le verre tranquille, tout se dépose, et soudain tu vois avec clarté. Le silence n'efface pas les pensées, il les organise. Il n'annule pas la douleur, il révèle ce qui est réel. Plus ton esprit est silencieux, plus ta présence est forte, et plus ta présence est forte, plus il est difficile pour quelqu'un de te faire sortir de ton axe. Le défi stoïcien du moment est « Choisis un moment de ta journée pour pratiquer le silence. Sans musique, sans distraction, sans voix. Juste toi avec toi-même et observe. Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui apaise? Peut-être découvriras-tu que le silence, loin d'être un vide, est le seul endroit où tu te reconnectes vraiment à ton essence. Outil numéro 7. Entoure-toi de calme ou prépare-toi à vivre dans le conflit. Tu peux être fort, centré, discipliné. Mais si tu es entouré de cris, d'urgence, de tensions constantes, la paix commence à s'échapper, et elle s'échappe même lorsque tu essaies de la retenir à deux mains. La vérité, c'est que tu n'es pas une île. Ton esprit respire l'air de l'environnement qui t'entoure, et si cet air est trop lourd, tu tombes malade, d'abord de l'intérieur, puis tout entier. Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Cette phrase porte une vérité dérangeante. Même si tu fais de ton mieux pour préserver ta sérénité, le milieu dans lequel tu vis influence la manière dont tu penses, ressens et agis. Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment. Notre cerveau possède ce qu'on appelle des neurones miroirs, des cellules qui nous font imiter, de façon inconsciente, les comportements et les émotions des personnes qui nous entourent. C'est pour cela qu'un environnement tendu te rend plus réactif. C'est pour cela que vivre avec des personnes explosives t'épuise, même si tu n'entres pas dans le conflit. Ton système nerveux absorbe le chaos et s'y adapte. C'est là que réside le danger. Tu ne fais plus que supporter le stress. Tu commences à fonctionner à partir de lui. Il existe des personnes qui sont comme des étincelles. Il suffit d'un commentaire et tout devient incendie. Elles sont toujours en guerre contre quelqu'un, toujours prêtes à provoquer, à rivaliser, à critiquer. Être proche d'elles, c'est comme vivre en état d'alerte. Tu te fermes, tu te protèges, tu te crispes, et sans t'en rendre compte, ton corps s'arme, ton esprit s'épuise.
Mais il existe d'autres personnes qui sont comme un baume. Elles parlent doucement, réfléchissent avant de réagir, écoutent sans interrompre. Rien que leur présence ralentit ton système nerveux. La présence, très souvent, est une forme de guérison. Et le silence de quelqu'un qui est entier vaut plus que 1000 paroles de quelqu'un qui est en morceaux. La question que tu dois te poser est la suivante. De qui t'es-tu entouré dernièrement? Quel type de conversation alimentes-tu? Quels environnements fréquentes-tu? Quel contenu consommes-tu? Que laisses-tu entrer par les yeux, par les oreilles, par la peau? Peut-être que tu ne peux pas changer de travail. Peut-être que ta famille a des conflits qui ne dépendent pas uniquement de toi. Mais tu peux créer des refuges. Et très souvent, c'est cela qui te sauve. Un coin à toi, propre, silencieux, protégé. Une amitié lucide qui t'écoute sans te juger. Un rituel simple chaque jour pour te rappeler qu'il existe en toi un espace de calme que le monde ne peut atteindre. S'entourer de calme n'est pas un luxe, c'est une forme de défense émotionnelle. C'est mettre des barrières autour de ta paix pour qu'elle ne soit pas pillée chaque jour par les distractions, les tensions ou les personnes chaotiques. Car si tu ne choisis pas l'environnement qui t'entoure, c'est lui qui choisira comment tu vas te sentir. Et quand le conflit s'introduit discrètement, par la nouvelle qui t'agite, par le commentaire qui te déstabilise, par la personne qui arrive toujours chargée, il désorganise tout à l'intérieur. Entoure-toi de calme ou prépare-toi à éteindre des incendies tous les jours, sans voir que ton âme est devenue un champ de flammes. 8e outil. Ce qui t'affecte aujourd'hui sera insignifiant demain. Essaie de te souvenir de la dernière fois où quelque chose t'a complètement fait sortir de tes gonds. Peut-être un message qui n'est jamais arrivé, un retard au milieu du chaos de la journée, ou une réponse déplacée. À ce moment-là, cela te semblait être la fin du monde. Ton corps s'est échauffé, ton esprit s'est emballé, ton calme a disparu. Mais maintenant, est-ce que cela a encore de l'importance? L'esprit entraîné apprend une leçon essentielle. Presque tout passe. Ce qui paraissait urgent, impardonnable, insupportable, demain pourrait ne plus avoir aucun poids. Le problème, c'est que, sous le coup de l'émotion, nous agissons comme si ce que nous ressentons était éternel. Mais aucune émotion ne l'est. Elles montent et descendent, s'enflamment et disparaissent. La maturité émotionnelle commence lorsque tu comprends que ce qui t'affecte aujourd'hui, avec le temps, rétrécit, et que ce qui te semblait immense devient un détail. Marc Aurèle a écrit « Combien de temps gagnent ceux qui ne se préoccupent pas de ce que les autres disent, font ou pensent, mais seulement de ce qu'ils font eux-mêmes ?» Cette phrase est un rappel à la concentration, et surtout à la perspective. Car beaucoup de ce qui nous blesse n'est pas le fait en soi, mais la place que nous lui accordons en nous. La prochaine fois que tu seras sur le point d'exploser, respire et demande-toi, est-ce que cela comptera encore demain? Et dans une semaine? Est-ce que cela fera une différence l'année prochaine? Peut-être que oui, peut-être que tu porteras ce sentiment désagréable avec toi pour toujours, ou peut-être que non, tu préféreras gérer la situation autrement. Mais le simple fait de poser la question retire déjà l'émotion du siège du conducteur et repositionne ton attention. Parce que la plupart des tempêtes de la vie ne sont que des vagues. Et tu n'es pas une vague, tu es tout l'océan. Une vague peut te déséquilibrer, t'éclabousser, même te renverser un moment. Mais elle ne te définit pas, car en toi, il y a de la profondeur, il y a de la force, et il y a assez d'espace pour contenir la fureur et, malgré tout, rester entier. Entraîner ton esprit à voir avec perspective, c'est cela. Garder les pieds sur terre quand le monde autour de toi s'enfonce dans l'exagération. C'est se rappeler qu'aucune émotion ne dure éternellement et que bien des douleurs d'aujourd'hui n'auront même plus de nom demain. 9e outil. Mets de l'ordre à l'extérieur pour apaiser ce qui se passe à l'intérieur. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce qui t'entoure. Ton environnement n'est pas seulement un décor. Il façonne tes pensées, ta respiration, ta capacité de concentration, ton sentiment de sécurité. Tu rentres chez toi après une journée chargée. L'évier est plein, la table est couverte d'objets, des choses traînent partout, ton téléphone vibre avec des dizaines de notifications. Ton corps ne s'en rend presque pas compte, mais il passe déjà en état d'alerte. Ton irritation monte et tu commences à croire que le problème, c'est toi. Mais très souvent, c'est le chaos à l'extérieur qui dérègle l'intérieur. Maintenant, imagine l'inverse. Tu entres dans un espace propre, silencieux, l'air circule, la lumière est juste, rien n'est en trop,
tout est à l'essentiel. Ton corps se détend, ton esprit ralentit, ta respiration change et tu recommences à exister. Garde cette phrase de Confucius avec toi. Celui qui n'arrive pas à s'organiser dans les petites choses sera incapable de diriger les grandes. Les stoïciens vivaient dans la simplicité, non par rigidité, mais par sagesse. Parce que celui qui simplifie l'espace clarifie l'esprit, et celui qui organise l'extérieur prépare le terrain de la paix intérieure. L'environnement est un langage. Une table en désordre dit « Il n'y a pas de temps, pas de contrôle ». Un évier rempli murmure « Tu es en retard ». Des notifications ouvertes crient « Réponds, réagis, dépêche-toi ». Mais un espace propre dit « Ici, tu peux respirer ». Un coin bien rangé murmure « Tu as le contrôle ». Et un agenda organisé rappelle « Tu es aux commandes ». Il ne s'agit pas de perfectionnisme, mais de créer des signaux de sécurité émotionnelle. Ta chambre, ton téléphone, ton bureau, ton écran d'accueil, ta garde-robe, tout cela peut être soit un bruit mental, soit un allié silencieux. Mettre de l'ordre à l'extérieur, c'est comme envoyer un message à ton esprit. Tout va bien maintenant, tu peux baisser la garde, tu es chez toi. Et voici la mise en pratique. Avant d'essayer de réparer le monde, range une pièce. Avant de chercher à changer de vie, nettoie ton bureau. Et avant de vouloir trouver la paix, prépare l'endroit où elle pourra vivre. Parce que parfois, le changement qui semble immense commence par une décision toute simple. Mettre de l'ordre à l'extérieur pour que l'intérieur puisse enfin se reposer. Outil 10. Choisis ta paix comme si ta vie en dépendait. Tu fais des dizaines de choix chaque jour. Ce que tu vas porter, ce que tu vas manger, à qui tu vas parler, en quoi tu vas croire. Mais il y a une décision qui change tout, celle de protéger ta paix comme on protège sa propre vie. Pas comme quelqu'un qui essaye de se détendre après une journée difficile ou comme une option de week-end, mais comme une priorité vitale. Chaque fois que tu entres dans une dispute inutile, que tu ravives une douleur ancienne ou que tu nourris des pensées qui t'épuisent, tu abandonnes un territoire sacré, comme si ta paix était jetable, mais elle ne l'est pas. Ce que tu tolères devient une habitude, et si ton quotidien est fait de tension, de réactivité, d'urgence et de bruit, ton esprit commence à appeler ça la normalité. Mais crois-moi, ce n'est pas le seul chemin possible. Comme l'a dit Lao Tse, la paix intérieure commence au moment où tu choisis de ne pas laisser une autre personne ou chose contrôler tes émotions. Les anciens stoïciens ne s'entraînaient pas à la paix pour avoir l'air sage. Ils s'y entraînaient parce qu'ils connaissaient le prix d'une vie sans elle. La paix n'était pas l'absence de problème, c'était la présence de clarté. Imagine deux chemins. L'un est bruyant, rempli de tensions, de bruit et de réactions. L'autre est plus léger, plus silencieux, plus clair. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as choisi d'y marcher autrement. C'est le choix le plus simple, et en même temps le plus puissant que tu puisses faire. Parce que pendant que le monde crie, toi, tu peux respirer. Pendant que tout pousse vers la peur et l'insécurité, toi, tu peux continuer à grandir. Et pendant que beaucoup réagissent par impulsion, toi, tu agis avec conscience. Tu construis des principes qui, quelle que soit la situation, te donnent une capacité de réponse. S'entraîner à la paix, c'est ça. C'est répéter au milieu de la provocation. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte. C'est qui je choisis d'être face à cela. Et quand cela devient une habitude, ta paix cesse d'être un choix occasionnel pour devenir ton état naturel. La prochaine fois que le chaos frappe, ferme les yeux 2 secondes et répète avec fermeté « Je choisis ma paix ». Au début, cela semble petit, mais la répétition transforme ce geste en instinct, et avec le temps, ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un refuge, un lieu solide, serein, inébranlable, où personne au monde ne peut entrer sans permission. Maintenant tu sais, le calme n'arrive pas quand tout va mieux, il naît au moment où tu décides, pour de vrai, que plus rien ne te fera perdre ton équilibre. Et cette décision, prise chaque jour, transforme ta manière de vivre. Si cette vidéo a résonné en toi, écris dans les commentaires « Ma paix est une priorité ». Laisse un like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et abonne-toi pour continuer à entraîner ton esprit avec nous. Courage stoïcien à toi et merci d'avoir regardé.